Xavier Titelman, je suis passionné d'aviation depuis tout petit, j'ai voulu être pilote de chasse, j'ai pas réussi, mais la marine m'a ouvert l'autre possibilité qui était d'être navigateur aérien, donc j'ai fait d'abord sur Atlantique 2, un petit peu de préparation de mission sur Rafale. J'ai quitté après une bonne dizaine d'années, j'ai fait de la gestion de crise opérationnelle à la direction de la sécurité civile, et il y a 4 ans j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelait le CGI, dans lequel j'ai fait tout ce qui était mission, stratégie opérationnelle, plein de choses dans l'aviation, de l'innovation par les big data, je l'ai quitté. Maintenant, je fais ça de manière indépendante avec une petite start-up qui s'appelle Aviation Next, NXT, et on est en train de lancer un fonds d'investissement dans l'innovation dans l'aviation et notamment dans l'aviation électrique. Alors j'ai volé sur les deux, le Nord 262 il m'a laissé quelques souvenirs, feu cabine, panne électrique, train d'atterrissage qui s'enfonce de plus en plus. L'Atlantique 2 il marchait vachement mieux mais on a réussi à le cracher quand même en entraînement à Lorient, donc j'ai de bons souvenirs sur les deux avions, mais quand même l'Atlantique 2 il est opérationnel, ça c'est bien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors Boeing, parce qu'il y a toute une histoire, une évolution qui est incroyable, parce que vous avez les premiers avions, la massification du voyage, et ils ont ouvert le ciel à la Terre entière. Après, heureusement qu'Airbus est venu les chatouiller pour faire de l'innovation et des avions qui sont toujours plus merveilleux. Aujourd'hui, on a deux grands champions, et on peut être fier des deux. Alors je vais dire un truc pour que personne ne m'aime ou que tout le monde soit content, mais prendre un cockpit, prendre un manche chez Boeing, bah franchement quand on va dans un simulateur de vol c'est vrai que c'est sympa parce qu'on a le poids du manche, c'est vraiment très intuitif. Par contre en vol normal il paraît, alors je suis pas pilote, mais il paraît qu'un pilote d'Airbus c'est plus fatigant, c'est moins fatigant, c'est plus reposant, c'est plus simple à gérer dans la marche normale de l'avion. Donc en tant que débutant je préfère m'amuser dans un simulateur de Boeing 737. Et si j'étais pilote de ligne, ce qui n'est pas le cas, certainement je choisirais les Airbus. Ryanair, alors personnellement j'utilise quand même plus EasyJet parce qu'ils sont basés sur les aéroports principaux. Maintenant j'ai pris Ryanair cet été au mois d'août encore une fois. Ce sont deux compagnies qui sont parfaitement adaptées à certains besoins et c'est pour ça qu'elles remplissent leurs fonctions. Après sur le côté social, c'est vrai qu'EasyJet est quand même plus proche de ce qu'on peut attendre des legacies. Les salaires sont plus élevés, ils ont quand même des conditions sociales qui sont un peu plus sympas. Maintenant, mon meilleur pote de l'armée est commandant de bord chez Ryanair, il s'est établi maintenant à Bordeaux, il paye ses impôts en France, tout le reste, donc faut pas non plus jeter la totalité de ce qu'ils font. Ils évoluent dans le bon sens, ils se normalisent, ils arrêtent de courir après les aides pour exister. Donc aujourd'hui, moi je considère qu'il y a de la place pour tout le monde. Le vol commercial supersonique, dès qu'il y en a un, je le prends déjà. Ça malheureusement, je sais pas s'il faut dire malheureusement ou pas, parce qu'il y a Greta qui va faire de l'apoplexie si elle regarde la vidéo, mais peut-être 2032, 2035, peut-être qu'il y aura Boom Aero qui va faire quelque chose, mais c'est pas encore pour tout de suite. Alors tu sais, j'aime pas biocarburant, c'est plutôt carburant alternatif, parce que biocarburant, ça sous-entend aussi qu'on est comme les voitures et qu'on pourrait prendre de l'huile de palme, ce qui n'est pas le cas. L'aviation, quand elle fera des carburants alternatifs, c'est sans être en concurrence avec la nourriture, donc pas de maïs, pas de betterave, ni avec la nature, donc pas d'huile de palme. L'hybride n'est pas incompatible avec les autres. L'hybride, c'est simplement une façon de produire de l'électricité à partir d'un autre source d'énergie que des batteries. Donc on prend n'importe quoi, de l'hydrogène, du kérosène, etc. et on peut en faire de l'électricité, et en fait ça nous permet de gagner une quinzaine de pourcents d'efficacité énergétique en produisant de l'électricité à partir de ça. Donc on peut cumuler l'hybride avec par exemple de l'hydrogène, et là c'est vrai qu'il y a une grande densité énergétique. L'intérêt de l'hydrogène c'est que ça émet pas de CO2, ça émet de la vapeur d'eau, ça émet autre chose. Et évidemment, déjà effectivement, si on peut dans un premier temps remplacer une partie du kérosène actuel par du kérosène alternatif, un exemple réel, déjà en 2019, on a créé 30 000 tonnes de carburant alternatif à partir d'huile de friture. Et on a pour objectif d'aller jusqu'à 5% à la fin de la décennie, donc c'est progressif, mais ça réduit de 70% les émissions du cycle du carbone sur ce carburant, donc c'est très bien. Si on se rend compte dans 5 ans, après plein de tests, que l'hydrogène c'est génial et que c'est ça l'avenir, effectivement par contre on attendra 2035 pour avoir les premiers avions de grande taille à hydrogène, mais ça veut dire que le temps de renouveler la flotte c'est bien plus loin. Donc dans un premier temps il faut absolument faire des carburants alternatifs, puis après pour 2035 jusqu'en 2060, toute la flotte sera peut-être remplacée par de l'hydrogène, mais là on ne sait pas encore. Alors, pourquoi il faut pas avoir peur de l'avion ? Parce qu'un avion, ça plane. Si vous coupez les moteurs, vous planez sur plusieurs centaines de kilomètres.
Ça flotte, parce que même si vous avez besoin d'amérir, ça flotte, les avions sont conçus pour amérir. Les turbulences, c'est des bosses de quelques dizaines de centimètres, mais comme on les prend à 800 km/h, on se tape au plafond, mais en fait c'est pas la hauteur, on tombe pas. Les avions sont conçus pour résister à 150% du maximum des pires turbulences qui peuvent exister dans l'atmosphère terrestre, donc même si ça donne l'impression de plier, c'est parce que ça bouge, que c'est flexible, que c'est solide. Et puis après, la foudre, les oiseaux, tout ça, c'est juste pour rigoler. Donc en fait, on secoue un peu l'avion pour embêter les passagers, mais en fait, c'est pas nécessaire, c'est juste les pilotes qui sont méchants. Non, je déconne. Ouais. S'ils peuvent, ils sortent, mais par contre, faut se rendre compte que souvent, et ça c'est quelque chose sur l'Atlantique Nord, les pilotes le disent pas assez, et s'il y a des pilotes qui regardent qui le disent, quand vous traversez l'Atlantique, quand vous revenez des États-Unis, vous mettez 1 heure de moins que quand vous y allez. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans un courant d'air. Et donc ce courant d'air rapide, il peut être turbulent sur 10% de la longueur. Le pilote pourrait en sortir, sauf que s'il en sort, il arrive avec 1 heure de retard. Et le problème, c'est que vous avez plus de la moitié des passagers qui arrivent à Paris, qui ont une escale et qui vont sur une autre ville derrière. Et donc parfois, pour des questions purement opérationnelles, on va choisir de dégrader le confort et rester dans la zone turbulente. Donc c'est vraiment purement un choix pour les pilotes. Ils restent là où c'est rapide, alors que parfois ils auraient pu avoir un petit peu moins de turbulence, mais la majorité des passagers, ils préfèrent arriver à l'heure, même si on a eu l'impression de rouler sur des pavés pendant 1 heure de trajet. Ça veut dire être capable de comprendre ce que veut le client, et parfois il sait même pas ce qu'il veut lui-même. Et parfois définir avec le client ce dont il a besoin, c'est très compliqué. Maintenant, il y a des missions qui sont excessivement simples. Comment attirer les compagnies low cost long courrier dans un aéroport, comment réduire mes émissions de CO2, comment augmenter mon revenu. Donc ça, c'est des choses qui sont très simples. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est évidemment clairement travailler sur les émissions de CO2, optimiser les aéroports, optimiser les compagnies aériennes, travailler sur les big data, l'innovation. Ça, c'est absolument génial. Alors, je pense que déjà, à la base, dire du mal sans raison fondée scientifiquement d'un secteur en entier, c'est complètement idiot, que ce soit l'aviation ou un autre. Bâcher un sujet par principe, je comprends pas. Après, je pense que l'aviation, elle a une image qui est relativement fausse, qui est d'être réservée à une élite qui dépense beaucoup d'argent, ce qui pouvait être vrai dans les années 60-70, parce qu'à cette époque-là, ça correspondait à une toute petite catégorie de la population, alors qu'aujourd'hui, c'est totalement faux. On sait que, par exemple, les riches, les CSP+, sont plus surreprésentés dans les TGV que dans les avions. Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, quand on le dit, et quand je le dis sur les plateaux, les gens me regardent de travers, comme si j'étais en train de sortir un mensonge. Le problème de l'aviation, c'est qu'elle s'est pas mise en valeur, elle n'a pas vendu son modèle, elle n'a pas expliqué les efforts qui avaient déjà été réalisés. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand on leur en parle, on leur dit un avion qui décolle de France, il consomme 3,4 litres au 100 par passager. Les gens, ils pensent que c'est beaucoup plus. Plus de la moitié de la population surestime le poids réel de l'aviation dans les émissions de CO2. Et au moins du triple. Il faut regarder ce qu'a fait la chaire Pégase à Montpellier. Ils ont fait un travail extraordinaire justement d'analyse de cette impression. Et vous avez de mémoire la moitié de la population qui estime que les émissions de réchauffement climatique liées à l'aviation, c'est au moins 10%. Alors qu'on sait maintenant que c'est 3,5%, il y a des études qui le prouvent d'une manière tout à fait scientifique. Et le problème, j'y suis confronté tous les jours dans les plateaux, c'est que les études scientifiques, c'est pas ça qui intéresse réellement les écolos, auxquels je suis confronté, et je fais ça les écolos extrêmes, parce qu'ils refusent la réalité scientifique. Ils prennent les chiffres qui les intéressent, ils prennent des études de 2012, ils en font des extrapolations, en disant l'aviation a fait x2 en passagers, donc c'est x2 en pollution, ce qui est complètement faux, et puis on prend les incertitudes de l'époque, puis on les multiplie par 2 aussi. Et donc on arrive à des chiffres qui sont 6-7%, et je le vois sur les plateaux, sur France Inter, etc., alors que maintenant on sait que c'est 3,5%, et on sait que l'aviation sera peut-être moins. Mais c'est pas 7-8%, et donc ce 3,5% qui produit 4,5% de la richesse mondiale, eh ben malheureusement c'est trop, mais l'aviation surtout, ce qui est important, c'est qu'elle fait des efforts et qu'elle reste pas sur place, elle évolue dans le bon sens, et dans quelques années, le poids relatif de l'aviation aura encore baissé, mais ça, les avions, on les change pas en claquant des doigts. Et donc cette perception de savoir que si on coupe tout demain, ça fera encore plus de catastrophes, encore plus de CO2, et que malheureusement il faut attendre quelques années pour qu'on s'accélère et qu'on s'améliore, ça c'est quelque chose qui est difficile à accepter. On a l'impression qu'il faudrait claquer des doigts, arrêter de manger, arrêter de se chauffer à plus de 19 degrés chez soi, et arrêter de prendre l'avion demain, mais la réalité elle est tout autre, et l'humanité ne renoncera pas à l'aviation. Et c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est qu'en tapant spécifiquement sur une certaine quantité de population qui vole, en tapant sur Airbus, et ben vous aurez les Américains, vous aurez Boeing qui sera toujours là, et les engagements environnementaux des États-Unis sont pas aussi forts que ceux qu'on a en Europe. Donc si vous tuez le champion de l'aviation qui pourra demain devenir verte, malheureusement il restera que ceux qui sont vachement moins champions en écologie, et vous aurez des avions qui seront plus polluants, parce que si l'Europe arrête de voler, les autres continueront à voler avec des avions qui seront moins verts.
Je pense qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de chance parce que vous arrivez juste au bon moment. Ça fait 50 ans qu'on fait qu'améliorer le Boeing 707 de plus en plus performant, puis on arrive à un moment où on arrête d'améliorer parce qu'on arrive à la limite. Et là, il y a des révolutions qui arrivent. On est en train de voir de nouveaux avions, de l'hybride, de l'hydrogène, de l'électrique, des petits avions, du supersonique. Il y a plein de choses qui reviennent, il y a une compétition qui revient. Donc je pense vraiment que ça va être super excitant dans les prochaines années parce que vous avez un panel de choses à faire qui est énorme. Par contre, malheureusement, il va falloir serrer les dents dans les 2-3 prochaines années, notamment en Europe, parce que les recrutements vont être très très faibles, parce qu'il y a très peu d'argent pour développer de nouveaux services et de nouveaux produits. Mais là, vous allez vivre, à mon avis, les prochaines décennies qui vont être extraordinaires dans l'aviation. Alors, ceux qui sont en première année, ça vous laisse quand même encore 3-4 ans pour sortir. Ce sera peut-être le bon moment parce qu'on peut se dire qu'en 2026-2027, le trafic aérien il aura repris dans des conditions relativement normales. Il y a plein de vieux qui seront partis à la retraite, il y aura une grosse augmentation, surtout chez les petits avions. Notamment, regardez aussi ce qui se fait du côté des drones taxis, il y a des études qui viennent de sortir. On estime qu'il faudra 60 000 pilotes professionnels de drones taxis à horizon 2028. Donc même si l'aviation civile traditionnelle, peut-être que ça va stagner, peut-être qu'on n'aura pas plus de salariés, de pilotes à la fin de la décennie que maintenant. Par contre, vous augmentez énormément le nombre de petits jets privés, notamment les avions électriques, et vous augmentez énormément le nombre de pilotes de drones taxis. Par contre, le drone taxi, il faut aussi voir le revers de la médaille. Il faut des pilotes jusqu'à la fin de la décennie. Par contre, il est très probable que ça s'automatise par la suite. Donc ce sera des boulots qui paieront pas très très bien et qui, 2032-2035, vont être remplacés par des drones totalement autonomes. Aujourd'hui, il n'existe pas de certification, c'est-à-dire que les autorités de sécurité aérienne n'ont pas produit de documentation qui permettent de certifier les avions en autonomie. Donc on sait que jusqu'à la fin de la décennie, il y aura toujours des pilotes dedans. Par contre, au-delà, certainement que tous ces pilotes-là qui se seront formés devront trouver autre chose. Mais en tout cas, je ne crois pas à un monde, un avenir sans pilote, notamment parce que un pilote divisé par 4 personnes qu'on transporte, là ça coûte cher, mais un pilote qui transporte 200, 300, 400 passagers, finalement, bon, ça coûte rien. Alors, en fait, j'ai jamais voulu créer le stage contre la peur de l'avion, c'est simplement une psychologue qui, par hasard, a eu un patient qui avait peur de l'avion, qui lui a demandé, voilà, moi je voyage très régulièrement, j'ai pas le choix pour raison professionnelle, je viens de poser ma démission parce que j'en peux plus, et il était venu voir cette psychologue, et en fait, elle sait soigner les claustrophobes, elle sait soigner tout ce qu'il faut, mais la peur de l'avion, elle s'est rendue compte qu'on pouvait pas juste faire de la relaxation et qu'il fallait aussi apporter des réponses. Et donc en 2008, elle m'a demandé d'aider ce monsieur, et puis en fait lui, il en a parlé à un ami qui était pharmacien, qui lui aussi avait peur de l'avion, il est venu, on l'a soigné, puis le pharmacien, tous les gens qui venaient chercher des médicaments, eh ben il a commencé à nous les envoyer, puis les autres psys de Paris ont commencé à lui envoyer du monde, et petit à petit, sans rien demander, il y avait ce binôme qui s'était créé, gestion de l'anxiété, technique cognitive, réponse rassurante sur l'aviation. Et puis en 2011, il y a un simulateur de vol qui a ouvert, donc on s'est structuré avec eux, et on a créé le stage tel qu'il existe à partir de 2012. Donc à la base, on n'a jamais voulu créer le stage. Et tout ça, ça s'est accompagné d'un constat. Les gens ne trouvent pas les informations, ils vont sur internet, ils tombent sur des blogs ou des forums sur lesquels c'est juste les phobiques qui s'entraînent dans leurs phobies et qui se racontent des histoires et qui voient des choses qui sont fausses. Et du coup, j'ai voulu faire un petit blog avec des mots, avec pas d'acronyme, des choses vraiment très très simples pour que tout le monde puisse comprendre les problématiques, les turbulences, etc. En 2012, du coup, ça commence à prendre quand même du volume, et les journalistes, qui sont peut-être aussi dans ces gens-là, qui doivent expliquer des choses, mais qui n'ont pas forcément la connaissance technique pour approfondir les sujets, ils ont commencé aussi à tomber sur mon blog, et c'est pour ça que j'ai commencé à répondre aux journalistes à partir de 2012, à répondre à des questions plus techniques. C'est parce qu'en réalité, ils étaient tombés sur mon blog, ils me posent des questions, et puis petit à petit, les médias, j'ai pas demandé à y rentrer non plus, mais ils ont commencé à me poser de plus en plus de questions. Et la dernière étape étant la création de la chaîne YouTube qui date d'il y a 1 an. Donc je suis très content d'avoir atteint les 50 000 abonnés avant-hier, voilà, c'était un bel aboutissement. Alors moi, j'ai travaillé 2 ans chez Decathlon, donc le choix est vite fait. J'ai travaillé au rayon vélo-roller pendant mes études, j'ai un très très bon souvenir, je me suis fait plein d'amis, et c'est une très bonne boîte qui payait bien à l'époque, et ils n'arrivaient pas à recruter, donc je sais pas s'ils cherchent toujours des jeunes pour travailler le week-end, mais moi à l'époque, je suis vraiment éclaté chez Decathlon. Ah, puisque je suis ici quand même, vous êtes géniaux, CAE sans aucun doute. Merci. Mais ils m'ont posé la même question la semaine dernière, donc j'ai dit le contraire aussi.